Je voulais juste partager avec vous le programme de l'année sur l'économie de la fonctionnalité. Si tu peux changer de slide. Voilà, donc on vous le partagera évidemment. L'idée là, c'est que vous voyez toutes les sessions de Voie de Pionnier planifiées jusqu'à la fin de l'année sur le côté gauche. Donc les blocs verts sont les sessions qui seront en distanciel. Et comme vous le voyez, on aura 2 sessions en présentiel, le 1er avril et le 7 octobre. En complément, pour répondre à vos suggestions, envies et demandes qu'on avait évoquées ensemble fin d'année 2021, on vous propose dans l'année 2 sessions en plénière, donc plutôt en soirée, de 17h à 20h, une le 23 juin et une le 24 novembre, avec une thématique spécifique. Donc le 23 juin, on essaiera de creuser un peu tout le côté modèle de revenus, financement de la transformation vers l'économie de la fonctionnalité. Et puis, le 24 novembre, on se focalisera plus sur la partie interne, en quoi l'EFC fait évoluer les pratiques de travail et l'organisation de l'entreprise. Donc là, c'est sur le côté gauche. Sur le côté droit, vous voyez aussi qu'on a des événements dans lesquels on est associé en tant que partenaire. Alors, les 3 bleus sont des événements sur lesquels on vous invite à participer, hein. Nous, on a animé, enfin, on était intervenant dans la session d'hier qui portait sur la découverte de l'EFC. C'est un atelier, enfin, c'est un programme qui est piloté par le Comité 21, qui est une association orientée sur l'économie circulaire et qui fait un programme autour de l'EFC aussi, sur la région Grand Ouest dans lequel le centre Val-de-Loire est intégré. Mais surtout, le gros bloc orange que vous voyez, c'est une conférence qui là a lieu ici, à Orléans, au labo, planifiée pour le 26 avril et en partenariat avec l'Institut Territoire Circulaire, avec encore l'idée donnée à comprendre l'économie de la fonctionnalité. On vous parlera du programme un peu plus tard, mais bloquez déjà la date, puisque là, on sera plutôt sur une session en après-midi. Voilà, donc ça sont déjà les quelques propositions qu'on peut vous faire en termes d'animation et d'activité. On n'a pas oublié, on travaille dessus, votre souhait d'avoir un annuaire et un lien digital où vous pouvez retrouver divers éléments autour des sujets que l'on traite ensemble régulièrement. Voilà, donc on voulait vous présenter ça avant de démarrer. Pour ma part, je vais vous souhaiter une très bonne séance. Je suis sûre que vous allez être passionnés par les propos de Julien, qu'on a eu la chance avec Frédéric déjà d'interviewer. Et n'hésitez pas à lui poser plein de questions. Et puis, n'hésitez pas surtout à faire appel à ses services, parce que vous allez voir qu'en termes d'offres d'impression, ce qu'il propose est très intéressant et ça va vraiment dans le bon sens. Donc, si on peut lui donner un coup de main dans son offre, ça ne sera pas plus mal. Je vous souhaite une bonne séance et puis je vous dis à très bientôt. Et puis, je vais laisser Frédéric qui va faire l'interview et l'animation aujourd'hui, se présenter et présenter Julien. Bonne séance à tous. Ah oui, donc je disais, je vais fêter cette année ma 10e année d'accompagnement d'entreprise, des entreprises. Et moi, j'accompagne les entreprises sur ce que j'appelle la maturité service des entreprises, en partant du premier niveau qui est de l'organisation de services après-vente, de services clients et de services associés. Un deuxième niveau qui est l'innovation de service, où là, je travaille avec Necoe. Et un troisième niveau où j'accompagne également Necoe sur la partie EFC. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, on est avec Julien Dacosta. On va parler impression et entreprise d'impression. Alors, pour vous présenter rapidement, puis après, on va laisser la parole à Julien. On va parler d'une entreprise qui, historiquement, était une entreprise d'impression familiale avec une petite dizaine de salariés qui était installée dans un système plutôt volumique parce que pour ceux qui ont déjà eu à faire de l'impression, classiquement. Moi, ça m'est arrivé aussi quand on va voir un imprimeur pour essayer d'imprimer 350 cartes de visite, par exemple. En général, on repart avec un bon de commande pour 2000 cartes de visite parce qu'on nous explique qu'à l'unité, ça sera moins cher. Et pour l'anecdote, moi, j'ai balancé il y a 15 jours, donc ça fait complètement écho avec ce que va nous raconter Julien. J'ai balancé il y a 15 jours à peu près 400 pochettes que j'avais fait faire il y a 8 ans. Parce que de mémoire, j'en avais fait faire. On m'avait dit qu'il faut en faire 500, puis finalement, j'en ai utilisé à peine une centaine en 10 ans. Donc, ça m'a fait mal au cœur, mais elles sont parties à la déchetterie, voilà. Donc, ça fait complètement écho à ce qu'on a discuté avec Julien autrefois. Donc, évidemment, quand on est dans une course au volume et au petit prix, ça veut dire que les concurrents sont bien installés autour de nous. Ça veut dire que la rentabilité de tout le monde commence à baisser. Et à un moment donné, on voit le mur se rapprocher. Et certains, comme Julien, commencent à se poser des questions.
et se disent comment on va pouvoir faire autrement. Alors Julien, il va nous le raconter tout à l'heure, mais il a lu le bouquin de l'Océan Bleu il y a une dizaine d'années. Et puis, il s'est intégré dans des dynamiques d'entrepreneurs avec le CJD notamment, et il a étudié les nouveaux modèles économiques. Et c'est en cela qu'il a commencé à réfléchir à un nouveau modèle pour notre entreprise est-elle possible. Voilà, je vais laisser la parole à Julien qui va compléter un petit peu le début, qui va nous expliquer comment il est venu à remettre en cause un petit peu ce modèle et surtout comment lui est venue l'idée d'un nouveau modèle économique pour son entreprise. Julien, est-ce que j'ai bien résumé le début en tout cas? C'est parfait, Frédéric, merci beaucoup. Pour la référence du livre cité, c'est le livre pour lequel, avec lequel j'ai commencé la réflexion, c'est Stratégie Océan Bleu, qui n'a rien à voir avec l'EFC, mais qui est très intéressant quand on souhaite positionner son offre commerciale. Donc, je m'appelle Julien, j'ai 40 ans et j'ai créé Flexing il y a effectivement 5 ans maintenant, à la suite en fait de la fermeture de l'imprimerie familiale, qui était l'imprimerie de mon père, qui était une imprimerie très industrielle. En fait, on a fermé l'imprimerie puisque mon frère et moi avons décidé de ne pas reprendre. En fait, on n'a pas repris parce que le métier était, d'abord, il est très difficile, mais surtout, quand je réfléchissais à ce qu'on faisait, il y avait enfin voilà, il y a un truc un peu difficile et un peu compliqué à vivre, c'est en fait la production de masse très industrielle avec assez peu de sens. Je le résume de manière assez courte, mais tu l'as déjà fait un peu, Frédéric. Ce qu'on fait dans une imprimerie traditionnelle, c'est qu'on cherche à produire au prix le plus faible possible une certaine quantité de documents. Pour ça, on achète des machines qui valent très très cher. On est de l'ordre de, enfin très cher. On est de l'ordre de 2 à 3 millions d'euros. Et le but du jeu, c'est de les faire tourner 24 heures sur 24, vraiment le plus possible pour produire des documents qui soient le moins cher possible. L'idée, c'est de dépasser le point mort, c'est le point des frais fixes, pour pouvoir gagner un peu d'argent. Pour faire ça, en fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on va s'adresser à nos clients et les clients qui ont besoin d'impression, on va essayer d'optimiser chaque commande pour qu'elle soit le plus possible en accord avec l'atelier de production. Et il se passe ce que tu dis, Frédéric, c'est de dire, quand un client vient nous voir pour 500 exemplaires, on va lui dire, OK, 500 exemplaires, tu as les frais de démarrage de la machine, il y a les frais, il y a les frais fixes, il y a plein de frais différents. Et de ce fait-là, tu vas payer très cher. Par contre, si tu en fais 1000 ou 1500, ce sera plus intéressant pour toi et pour moi. De ce fait-là, on a un système qui pousse réellement le client à acheter plus de documents que ce qu'il a réellement besoin. Et puis, il y a eu un déclencheur, Julien, tu disais, un déclencheur que nous on appelle l'exploration ou l'observation chez les clients, c'est que tu as été voir des clients. Ouais. Pas tout de suite. D'abord, ce qui s'est passé, c'est que, en fait, pour produire, pour convaincre les clients, quand on est imprimeur traditionnel, on n'a pas 50 façons différentes on n'a pas 50 façons de se différencier. C'est des critères que vous connaissez tous, c'est prix, qualité, délai. En fait, en qualité et en délai, on a tous les mêmes machines, donc on sait à peu près tous faire dans les mêmes délais, à peu près tous la même qualité. Il ne reste plus qu'un critère, c'est celui du prix. Et pour pouvoir sortir du prix dans une logique industrielle, il faut sortir beaucoup de volume. Et en fait, pour sortir beaucoup de volume, il faut aller voir des gros clients. Et les gros clients, qu'est-ce qu'ils font? Il y a un rapport de force très fort qui se crée avec ces clients-là, et ils poussent en fait à la réduction des marges. On réduit les marges, et puisqu'on a réduit les marges, on a besoin de produire plus de volume. Pour avoir plus de volume, on réduit les marges. Enfin, c'est un système un peu sans fin. Et de ce fait-là, en fait, on s'est retrouvés, nous, à piloter un atelier de production de manière vraiment très, très serrée. Et donc, à mettre un maximum la pression sur nos équipes, un maximum la pression sur nos fournisseurs et un maximum la pression sur nous-mêmes.
En fait, c'est ça qui s'est passé. Et c'est jusqu'à, quand tu disais tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui se prennent le mur, moi, j'ai vu le mur arriver très, très vite. Et donc, à un moment donné, on s'est posé la question de dire, est-ce que ça a vraiment du sens d'investir autant d'argent pour en fait une vie de travail qui est relativement difficile, enfin qui est même très difficile. Finalement, pourquoi? Pour produire des documents imprimés. Voilà, je me suis posé du coup la question de savoir quelle utilité avaient réellement les documents. Et une rentabilité de plus en plus faible parce qu'il y a des concurrents partout autour de nous. Ouais, il y a pour la rentabilité, en fait, on s'est retrouvé face à deux types de concurrents, c'est-à-dire des concurrents qui sont arrivés d'Internet et qui ont grossi très vite. Et on s'est retrouvé, nous, on faisait à peu près 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, face à des groupes qui en font 500 millions, voire 1 milliard pour le groupe Vistaprint. Les économies d'échelle qu'ils étaient capables de faire, on est absolument incapable de les faire. Ça veut dire qu'on on perd la guerre du prix. Et de ce fait-là, on s'est dit, il faudrait peut-être arrêter. Et malgré tout, je me suis posé la question avec mon frère en disant, on a quand même un patrimoine industriel vraiment intéressant. On a un métier qui nous plaît. Le métier de l'imprimerie, c'est vraiment un beau métier. Et il y a un produit qui a quand même de la valeur. Et la question, c'est de se dire, est-ce que ça a encore du sens de produire des documents imprimés? Intuitivement, comme ça, on avait envie quand même de continuer. Pas de la même manière, mais on avait quand même envie. Et donc, effectivement, je suis allé voir mes clients pour leur demander, mais en fait, comment tu t'en sers de mes documents? Qu'est-ce qui se passe quand je t'ai livré, quand je t'ai livré l'année dernière? Quel a été l'usage que tu as fait du document? Et là, j'ai pris un peu une douche froide puisque quasiment tous mes clients me disaient la même chose, c'est-à-dire soit il me reste des documents, c'est-à-dire que les documents sont dans les placards en train de vieillir et du coup devenir un peu obsolescents, c'est le cas de tes pochettes. Alors, tu as mis 10 ans, tu as mis plusieurs années à les jeter, mais il y a des clients. Ça m'a fait mal au cœur, c'est pour ça. C'est ça. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de la production qui partait à la poubelle ou qui n'était pas utilisée. Et en fait, quand on fait le lien entre ça et ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, on gaspille beaucoup de ressources, on gaspille beaucoup d'argent, on gaspille aussi beaucoup de santé, la santé de nos salariés, pour produire des documents qui vont à la poubelle. En fait, c'est complètement déconnant. Et donc, on s'est dit, tiens, on va voir on va essayer de produire des documents qui soient réellement utiles et de diminuer au maximum le gâchis. Ça, c'est arrivé comment? Parce que j'ai entendu parler d'économie de la fonctionnalité et de la coopération tout à l'heure. En fait, moi, je suis très actif dans le centre des jeunes dirigeants et j'ai suivi une formation, un parcours en 2012, je pense, un parcours sur économie de la fonctionnalité et de la coopération. C'était une formation avec Christian Dutertre, qui est un chercheur dans le cabinet Athemis, et qui présentait tous les composantes du modèle économique. Il y en a 4 principales, mais il y a une partie qui était sur la commercialisation et notamment sur l'usage. En fait, c'est lui qui m'a posé la question, mais comment tes clients se servent de tes documents? Moi, ça ne m'était jamais venu à l'esprit, en fait. Et j'ai attrapé, du coup, l'économie de la fonctionnalité et de la coopération par ce bout-là. Et donc, en 2016, on a, avec mon frère, recréé une imprimerie qui s'appelle FlexInk et qui avait pour but, du coup, de réduire le gâchis de documents imprimés et de produire uniquement des documents utiles. Ça, c'est la promesse que vous faites en 2016 à vos nouveaux clients ou les clients qui vous ont suivi. C'est ça. Et on l'a fait toujours. Oui, bien sûr. Et alors, comment on réinvente cette idée et qu'est-ce que vous proposez en 2016 à vos clients? En 2016, en fait, j'ai une intuition qui est de dire, en fait, pour produire des documents utiles et pour éviter le gâchis, on a besoin en fait que nos clients ne passent pas la totalité de leurs commandes en une seule fois. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe dans le modèle industriel classique? On va chez un client, il nous annonce une quantité, on la produit, on la facture. Et après, il se débrouille avec. Et on s'est dit, il faudrait produire au fur et à mesure. Et donc, on a inventé un système, qui est le système de crédit d'impression, dans lequel on disait, mais en fait, proposer à nos clients de nous passer commande effectivement d'une certaine quantité de documents
Mais plutôt que de la produire, on l'a transformée en crédit d'impression, en possibilité d'imprimer des documents. Et puis, à partir de là, on les laissait consommer au fur et à mesure. Et en fait, les crédits d'impression n'étaient pas seulement bloqués sur un seul produit. C'est-à-dire que si le client avait mis un budget de 1 000 €, il pouvait produire effectivement des cartes de visite. En fait, il pouvait s'en servir comme il voulait. Alors, Avec l'idée de dire… Je reviens, pardon, Julien, au temps de chauffe de machine que tu nous as prévendu tout à l'heure en expliquant que oui, mais la machine a un temps de chauffe, donc je ne peux pas faire 50 flyers. Alors, comment on fait en 2016 avec le temps de chauffe machine? C'est d'autres machines? Il faut changer sa façon de produire. D'accord. Et donc, en fait, si on parle d'imprimerie traditionnelle, on a une production qui est une production linéaire. C'est-à-dire qu'on prend une grosse machine et on met les jobs les uns derrière les autres et on fait en sorte qu'ils sortent le plus vite possible en entier. Et nous, on s'est dit, en fait, ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait toujours de la production disponible au moment où le client a besoin d'imprimer. Plutôt que penser une production linéaire, on a pensé une production avec des machines en parallèle, c'est-à-dire plusieurs machines, mais avec des capacités d'impression plus faibles, mais avec des plus fortes réactivités, des coûts de démarrage plus faibles. Et du coup, on a repensé tout le système de passage de commandes. Il y a tout un système d'automatisation qu'on a mis en route. Donc, l'outil industriel a été revu. Oui, l'outil industriel a été entièrement revu. On a recréé un atelier de toutes pièces en repartant de zéro, c'est-à-dire qu'on a réinvesti l'équivalent de 600 000 € dans un nouvel atelier. Je reviens sur les crédits d'impression, sur un point, c'était le fait de se dire, en fait, si on veut faire des économies à nos clients, normalement, à la fin de l'année, quand le client aura été au bout de son document, il n'aura pas gâché. Ce qu'il n'aura pas gâché, ça correspondra du coup à des crédits qui seront restants sur la plateforme. Et on s'est dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager la valeur de ces crédits et dire, on prend la moitié des crédits qui sont restants pour nous, on se rémunère dessus et on laisse l'autre moitié des crédits au client et donc ça lui fait une économie. Donc on a un alignement des intérêts, c'est-à-dire que nous, on a intérêt à ce que le client imprime moins et le client a aussi intérêt à imprimer moins. Donc, on a lancé ça, j'ai créé une plateforme et j'ai vendu des crédits d'impression en tout cas, j'ai essayé d'en vendre pendant quelques années. Et alors, les acheteurs, justement, quelle est leur réaction à ces crédits d'impression? Les acheteurs de petites, moyennes ou grands groupes, d'ailleurs, peu importe. Ouais. Les crédits d'impression, en fait, dans la théorie, ça fonctionne bien. Et bien, dans la pratique, ça marche pas du tout. En fait, je suis encore maintenant, si vous voulez challenger l'idée, si on est dans une théorie, je pourrais vous convaincre que les crédits d'impression sont vraiment géniaux. Le problème, c'est que en fait, les clients ne savaient pas acheter, en fait. Et à tel point que parfois, ils me disaient, mais Julien, du coup, OK, moi, je veux imprimer avec toi, je suis d'accord avec toi sur les objectifs. Combien je dois acheter de crédit d'impression? Et en fait, moi-même, je ne savais pas leur dire. Je n'avais pas de référence. J'ai vendu beaucoup de fois 2000 crédits d'impression. Je ne sais pas pourquoi. Ça devait être un chiffre qui me plaisait bien. Et en fait, on faisait disparaître, dans les crédits d'impression, on faisait disparaître tous les repères de l'acheteur habituel. C'est-à-dire, on a fait disparaître la quantité, le produit, on a fait disparaître la dégressivité aussi. Et en fait, on a complètement déboussolé une perte de repère. Une perte de repère pour l'acheteur, finalement. Et pour le vendeur, en fait. Pour le vendeur aussi. Moi non plus, je savais plus. En fait, je savais plus vendre. Dans la théorie, ça marche bien, mais je savais pas exactement quoi faire. Et puis, j'avais pas mal de clients qui finissaient par me dire non, mais OK, ça marche. Non, mais là, fais-moi seulement, fais-moi mon tirage normalement et pour les crédits, on verra plus tard. Donc, j'ai mis beaucoup de temps à sortir de cette solution pour en trouver une autre. Alors, justement, quelle est l'autre solution en 2019 que tu mets en place? En 2019, grâce à l'accompagnement de chercheurs, et notamment un chercheur qui s'appelle Romain Domici, vous le croiserez peut-être dans votre parcours économie de la fonctionnalité et de la coopération. Je lui faisais part de ces difficultés de vente et on a essayé de repartir en fait sur le réel service qui était rendu par Flexink.
Et on s'est dit, OK, on met un peu le crédit d'impression de côté. Comment on peut faire pour atteindre les différents objectifs? Et en fait, on est resté toujours sur un premier point qui est de dire il faut absolument que nos clients n'impriment pas tout en une seule fois. Et je me suis dit, OK, donc ça, c'est un truc, c'est obligatoire pour pouvoir tenter de ne pas gâcher. Donc, c'est ce que j'ai appelé des invariants ou un premier repère que je peux fixer dans ma façon de vendre. Et ensuite, il y avait un autre problème sur lequel on travaillait, c'était sur en fait, la pertinence du document. En se disant, mais en fait, il faut aussi permettre au client de travailler autour de son document et le rendre un peu vivant. En fait, en disant, à chaque impression, tu peux changer le document, le modifier un peu. Et en fait, on a tout de suite derrière ça, on s'est dit, mais en fait, l'important, c'est pas tant la quantité, c'est est née l'idée d'un projet d'impression. En fait, c'est une intention d'imprimer. Le client, quand il arrive chez nous, il dit, en fait, j'ai un document, il semble que ce soit le bon document, j'en ai besoin et je pense que je vais en consommer d'une certaine manière. Et en fait, on a créé de ce fait-là des projets d'impression où on permet à nos clients en fait, d'imprimer sans engagement de quantité à prix unitaire fixe. Du coup, on a gardé un des standards, une des références de nos clients qui est le prix unitaire. Le problème du prix unitaire, c'est qu'il engage en fait la quantité et qu'il nous dérange un peu. C'est-à-dire que si nous, on veut se rémunérer, si on ne veut pas se rémunérer sur le volume, la question du prix unitaire, elle reste un peu stratégique. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, c'est pas grave, on va garder le prix unitaire, supprimer la quantité et créer un service qui est celui d'imprimer sans engagement de quantité. Et ce service-là est facturé mensuellement en disant au client, en fait, ce que tu achètes chez nous, c'est ça. On peut parler d'abonnement, là, Julien, ou pas? Un abonnement, alors oui, il y a pas mal de clients qui comparent ça à un abonnement, mais ça sous-entend qu'il y a un service qui est rendu comme ça tel quel. C'est pas exactement, c'est pas suffisant. J'aime mieux parler d'adhésion, parce qu'en fait, on a besoin que le client adhère aux objectifs qu'on s'est fixés ensemble, mais aussi qu'il travaille avec nous sur en fait la pertinence de l'offre. Et donc, on a créé du coup des indicateurs qui permettent au client de piloter son projet d'impression. C'est-à-dire, on part du principe que le client est aussi responsable que nous sur l'atteinte des objectifs, finalement. Donc, on a fait dans les projets d'impression, je pose toujours une question au démarrage qui est, par rapport à un imprimeur traditionnel, chez un imprimeur traditionnel, tu en aurais imprimé combien? S'il me répond 1000, en fait, j'ai un tableau en fait, dans lequel je note son intention de quantité. Je la note et je la laisse de côté. Mais ça nous fait en fait une référence en disant, chez un imprimeur concurrent, tu aurais fait 1000 exemplaires, chez nous, on va commencer à imprimer et on va suivre ton projet. Et à partir de là, j'ai des indicateurs. Donc, je sais que si le client a consommé 200 exemplaires au bout de 3 mois, je sais que potentiellement, il y en a 800 qu'il est en train d'économiser. Ça lui fait donc, du coup, je suis capable de calculer ce que je lui ai fait économiser en papier, ce qui est potentiellement économisable en papier, ce que je lui ai fait gagner en trésorerie, parce qu'en fait, il paye au fur et à mesure. Donc, du coup, il n'a pas dépensé les 1000 exemplaires en une seule fois. Et donc, il a une trésorerie que je rends visible, qui est disponible, il fait du service que je rends visible. Il y a en fait aussi la quantité de CO2 économisée. Il y a pas mal de clients qui sont des grands groupes en fait, qui ont vraiment intérêt à suivre ces objectifs-là. Et ensuite, ce sont des objectifs de performance environnementaux, en fait, clairement. C'est l'équivalent. Et on a jusqu'à un équivalent en nombre d'arbres pour certains clients. Moi, ça ne me parle pas tant que ça, mais il y a des clients qui le demandent. Donc, je préfère le nombre de feuilles économisées. Je trouve que c'est un peu plus parlant. Et on a aussi des indicateurs en fait, de performance. On va suivre les corrections que le client aura fait au fur et à mesure de ses impressions. C'est-à-dire qu'on va lui proposer, on va regarder est-ce qu'il a réimprimé à l'identique. Dans ce cas-là, notre indicateur n'évolue pas. Est-ce qu'il a fait une correction, type correction orthographique, changer une photo, mettre à jour? Donc, du coup, on a un indicateur qui augmente de 1 ou 2 points en fonction du type de correction. Ou est-ce qu'il a personnalisé le document pour un de ses clients? Et donc là, on a un indicateur de performance qui augmente aussi d'un peu plus de points. Et du coup, on a un vrai pilotage de la façon d'imprimer
à la fois écologique et à la fois en termes de performance. Et avec ce nouveau pilotage, est-ce que vous avez l'impression d'amener plus de conseils et d'accompagnement que vous pouviez le faire il y a 10 ans ou 15 ans, par exemple, pour les clients? Alors, de fait, on a les moyens en fait, de discuter avec les clients réellement de l'usage. Mais ce n'est pas parce qu'on a mis les projets d'impression en place que le client est capable, en fait, c'est un moyen, le client n'est pas forcément capable de lui-même de changer ses propres habitudes d'achat. Et donc, on a créé tout un tas de services autour du projet d'impression qui permet au client, en fait, qui nous permet, avec le client, d'aller discuter de l'usage. Par exemple, pour certains de nos clients, on fait des réunions avec les commerciaux pour savoir si, en fait, le document qu'on a imaginé est réellement utile ou est-ce qu'il faut le modifier. Et donc, il y a beaucoup de choses qui ont été développées autour de ce projet qui fait qu'on change un peu de métier. À mon sens, on est passé du métier d'imprimeur à celui d'animateur de projet d'impression. En fait, là, on a aussi la capacité en fait, de s'adapter à ce que le client souhaite, aux objectifs des clients, pour pouvoir en fait, capter, ou rendre le service de la meilleure manière. Et dans ce nouveau service que vous proposez, par rapport à la typologie de clients, les TPE, les PME, les ETI, les grands groupes, est-ce qu'il y a des catégories de clients qui sont plus à même de comprendre ce que vous proposez aujourd'hui, ou est-ce que c'est très hétérogène finalement chez les clients et ça dépend essentiellement de l'acheteur? Ça dépend beaucoup de la volonté de l'acheteur. Mais en fait, c'est quand même beaucoup plus simple de passer commande chez nous maintenant. C'est-à-dire que si on se met dans la place d'un acheteur, s'il doit acheter 1000 exemplaires d'un document à 1 euro, il doit du coup débourser tout de suite 1 euro, 1000 euros à son imprimeur. Et chez nous, il va avoir un budget, par exemple, pour 1000 exemplaires d'un document, on va être à 25 ou 30 euros par mois. Et tout de suite, il a 0 à débourser. S'il consomme que 1000, en fait, tout de suite, que 100 tout de suite, il aura que 100 euros à débourser. Donc, il y a un décalage fort qui est fait sur la partie prix qui nous permet en fait de capter beaucoup d'acheteurs traditionnels. En fait. Ça, c'est la première partie. On a travaillé longtemps ce sujet-là en disant comment on fait pour débloquer la première partie du client, la première signature. Et il y a aussi en fait des clients qui n'étaient pas forcément dans la cible au départ, mais qui sont les grands groupes en fait, qui ont une problématique, c'est que souvent elles ne savent pas piloter leurs achats. En fait, les achats sont tellement répartis sur toute la France ou sur des contrats qui sont des contrats type sans indicateur sans pilotage en fait. Et donc en fait, eux ont été très très intéressés, pas forcément par la pertinence, par la performance écologique, mais en fait par le fait de pouvoir suivre les achats. Ouais. Et du coup, on a des indicateurs spécifiques pour certains grands groupes qui, du coup, on les aide déjà souvent à mieux connaître ce qu'ils ont déjà imprimé. Les 3/4 du temps, ils ne savent pas. Oui, c'est sûr. Et est-ce que ces indicateurs et ce pilotage que vous leur proposez, finalement, augmentent la confiance qu'ils peuvent avoir en vous et du coup, est-ce que c'est un vrai indicateur pour vous de conserver des clients, quoi? Et ouais, en fait, de fait, la confiance augmente. Alors, on prend un risque au tout début de l'achat. On prend un risque puisque les clients ne sont pas engagés sur la quantité et ils ne sont pas engagés non plus sur la durée. Donc, techniquement, un client pourrait tout de suite sortir. Parfois, il y a des clients qui me disent « Julien, j'ai l'impression que ce que tu proposes comme système, ce n'est pas ce dont j'ai besoin. » Et donc, je leur dis souvent, mais essayez sur au moins le premier tirage. Ouvrez un projet d'impression, vous commandez-en 50 ou 100, l'enjeu financier il est faible. Et si ça ne marche pas, partez chez un imprimeur classique. Vous pouvez toujours retourner après. En fait, il y a une façon comme ça de construire la confiance avec le client. Il sait qu'il n'est pas engagé. Et moi, j'ai toute la responsabilité pour réellement tenir la promesse, en fait. Bien sûr. Et les concurrents, alors, qui sont autour de vous, qu'est-ce qu'ils disent de tout ça depuis 6 ans et sont-ils encore là et qu'est-ce qu'ils font? Les concurrents, ils comprennent. On sait que l'océan bleu, il devient un peu moins bleu à un moment donné. Ouais. Pour l'instant, les concurrents ne comprennent pas trop ce qu'on est en train de faire. En fait, il y a des repères métiers qui sont tellement forts, notamment sur la façon d'acheter, la façon d'acheter des machines, d'organiser la production. Et il y a un blocage qui se fait en disant mais en fait on peut pas gagner sa vie comme ça. Et en fait ils ont raison. Je gagne pas ma vie sur l'impression des documents. Je gagne bien ma vie sur toute la partie servicielle, jusqu'à même
comptablement, on se rend compte que moins nos clients impriment, plus on est rentable. Et là, il y a un problème. Je ne sais pas encore. Il y a un changement de paradigme, comme on dit. Voilà. Ouais, les clients ils me disent, enfin, mais les imprimeurs avec qui on en discute, il a les fils qui se touchent, ce type-là, il y a un truc qui ne marche pas. La question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que Flexic est encore un imprimeur? Ouais, on est réellement des imprimeurs. On a un atelier de prod et on passe beaucoup de temps sur la production des documents. On a gardé ces trucs-là, mais on n'est pas imprimeur traditionnel. Il y a un consultant il n'y a pas longtemps qui est venu pour étudier un peu la façon dont on parlait. Et lui a résumé en me disant, en fait, vous êtes des contre-imprimeurs. Mais ça me va, parce qu'il y a toujours le métier d'imprimeur dedans. D'accord. Très bien. Oui, vas-y, Julien. Je peux répondre à la question qui est posée? Oui, bien sur sûr. les collaborateurs. Ouais. Bien sûr. Sur les collaborateurs, c'est intéressant parce que la façon dont est posée la question, elle empêche déjà quasiment la réponse. C'est comment est-ce que j'ai embarqué des collaborateurs? Alors, en fait, j'ai embarqué je n'ai pas forcément enrôlé tout le monde. J'ai posé la question de dire d'abord à mon frère qui est principalement à la prod, de lui dire, est-ce que tu penses que c'est possible? Est-ce que tu crois que ça a du sens? Et en fait, on a construit ensemble dès le début. Et donc, il y a sur le pilotage stratégique en disant, voilà, j'ai juste dit où je voulais positionner Flexing, pourquoi ça avait un intérêt commercialement. Et à partir de là, on a tout réinventé en termes de prod, avec beaucoup de temps d'échange avec les collaborateurs, voire même un changement de leur propre métier. C'est-à-dire que la personne qui produit plus de la même manière, les repères sont plus les mêmes, par exemple. Moi, je m'en fous de savoir s'il a produit vite ou pas. Tu vois, si le job a été fait en 1 heure, je m'en fous. C'est juste, est-ce que je lui demande de vérifier d'autres choses? C'est, tiens, est-ce que le client imprime pas trop? Si le client nous a dit qu'il allait consommer 1000 exemplaires et qu'il passe une commande de 900, là, je lui demande de m'informer, ou je lui demande de regarder aussi ce qui est produit pour essayer de voir quelles sont les différences entre les différents tirages qui ont été faits, parce que les clients ne nous le disent pas toujours. Il est lui aussi d'ailleurs beaucoup en contact avec nos clients, parce qu'il y a plein de questions, il y a plein de tests ou d'essais qui sont faits par nos clients et qui ont besoin d'être suivis dans l'atelier de prod. Donc, on a dû réinventer au fur et à mesure toute la façon de produire, et ils ont été impliqués dès le début. D'accord. Alors, il y avait une question aussi sur le chiffre d'affaires, et j'allais y venir. Quid du chiffre d'affaires et de la rentabilité, sans rentrer dans le secret des chiffres? On peut rentrer, ça ne me dérange pas. Aujourd'hui versus il y a 10 ans. Voilà. Je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Est-ce que le chiffre d'affaires et rentabilité que vous avez aujourd'hui, est-ce que c'est la même chose que ce que vous avez il y a 10 ans dans l'imprimerie traditionnelle, ou est-ce que c'est complètement différent et ça n'a rien à voir? Mais ça n'a rien à voir. En fait, du coup, on a un double effet. C'est-à-dire qu'on a une partie de la rémunération qui se fait en fait sur les produits imprimés. Et donc, du coup, on a un chiffre d'affaires à faire pour la prod, en fait. Et ce qu'on a fait, c'est que j'ai pris le parti, du coup, de ne plus me rémunérer là-dessus. C'est-à-dire que je vends à prix coûtant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de marge sur la partie impression. Ouais. Et toute la marge, en réalité, elle se fait sur la partie service. Et donc, tous les mois, en début de mois, je facture tous mes projets d'impression. Il y a le coût unitaire, enfin le coût d'abonnement ou d'adhésion. Et en fait, du coup, en début de mois, je sais ce que j'ai déjà rentré en termes de chiffre d'affaires. Et ensuite, tout ce qui vient en production, c'est du bonus. Et donc, c'est une autre façon de piloter l'atelier. Il y a une partie de la marge, enfin marge brute, qui se fait effectivement sur les impressions, mais elle est peu ou pas stratégique. Ouais. Alors qu'avant, elle était au cœur du système il y a 10 ans. Ouais. Et comptablement, comment je fais? Mon comptable s'est un peu arraché les cheveux là-dessus, mais il a décidé en fait de ne pas nous compter. Enfin, je ne sais plus exactement comment il a fait, mais il nous a comparé à vraiment une entreprise de service, en disant mais on va traiter la partie imprimée à part. Et donc il a
comment on dit ça, il a fait des choix comptables un peu différents de ce qu'il aurait fait pour une imprimerie. Maintenant qu'on est en projet d'impression, ça va. Quand on était en crédit d'impression, il s'arrageait vraiment les cheveux parce que j'avais des clients qui avaient payé des trucs qui n'étaient pas consommés. Potentiellement, genre rembourser une moitié. Enfin, c'était un enfer pour lui. Et maintenant, ça a disparu. C'est de la facturation mensuelle et c'est plus facile à piloter. Ça veut dire que peut-être que lorsqu'on est dans des réflexions comme ça de changement un petit peu de modèle économique ou modèle d'affaires, en tout cas même partiel, c'est intéressant de mettre dans la boucle, en tout cas de discuter avec son expert comptable. Quel conseil tu pourrais nous donner là-dessus, Julien? Moi, c'est une question que je ne m'étais pas posée. J'ai dû tomber sur un expert comptable compétent puisqu'il m'a pas, il a trouvé des solutions tout de suite. Et j'ai considéré que c'était vraiment sa partie. C'est trop, enfin, c'était déjà assez complexe ce qu'on faisait en interne. J'ai vraiment suivi ses choix. Très bien. Sur la chaîne de valeur, il y a vraiment quelque chose d'intéressant parce que une imprimerie, de fait, la chaîne de valeur, elle est linéaire. Et en fait, elle fait que l'imprimeur est souvent très loin du client. C'est-à-dire qu'entre le client et l'imprimeur, il y a souvent une agence de communication, voire une agence de communication et un revendeur. Et donc, on était assez loin du client. Le problème pour Flexing, c'était de se rapprocher au maximum du client pour pouvoir lui proposer un service qui n'était pas standard. Et donc, que les agences de communication et que les revendeurs ne pouvaient pas réellement ne font pas non plus vendre. Et oui, parce que souvent, en fait, les agences de communication, elles se rémunèrent, elles prennent une marge en fait sur l'imprimerie. Oui. Et donc, en fait, j'ai des agences de communication dans mes clients. La première fois que je suis allé lui expliquer à une agence qui s'appelle Banque Communication, je vous encourage à aller voir ce qu'ils font. La première fois que je suis allé chez Banque Communication pour leur dire voilà ce que je vais mettre en place, l'acheteuse, elle est devenue toute blanche. Et je lui dis mais qu'est-ce qui se passe? Et elle me dit Julien, si tu fais ça, tu supprimes 30% de mon chiffre d'affaires. Et oui. Je lui dis c'est-à-dire? Elle me dit c'est la marge que je prends sur tes imprimeries, sur ton imprimerie. Et je lui ai répondu à ce moment-là que, en fait, c'est bel et bien cette marge-là que j'avais l'intention de récupérer parce que je considérais qu'elle m'appartenait en partie et que finalement, si elle avait un service à vendre, c'était bel et bien le service de conception et il avait de la valeur en tant que tel. Et donc, en fait, eux ont décidé de rentrer aussi dans l'économie de la fonctionnalité de la coopération et puis de changer un peu leur modèle pour qu'il soit compatible avec le nôtre. Et donc, souvent, on intervient en commun autour des clients. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir une agence qui fait le travail et l'imprimeur qui arrive à la fin, on fait souvent un brief avec le client au début. Moi, j'arrive à participer à la partie conseil en projetant ou non des projets d'impression. Et puis ensuite, l'agence de communication fait son travail. Je suis souvent très identifié et il n'y a pas d'effet de sous-traitance. Beaucoup moins. On a une question sur le contrôle fiscal. Est-ce que changer de modèle comme ça peut attirer, je pense que c'est ça la question, est-ce que ça peut attirer les yeux de ceux qui font les contrôles fiscaux ou pas? J'en ai pas eu. Non, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire. En fait, si tu veux, comme tu expliques les choses, tu es complètement différent de ce qui peut se produire, enfin, la façon. Et effectivement, un contrôleur fiscal pourrait avoir un petit peu de mal à te suivre et à saisir à quel moment, en fait, tu fais ton chiffre d'affaires. Et en matière de TVA, notamment. Voilà, mais bon, si ton expert il s'y retrouve, je pense que ça sera intéressant que ce soit lui qui explique au contrôleur à quel moment. Parce que moi, perso, là, tu vois, je n'ai pas vraiment bien compris. Bon, je ne suis pas très bien réveillée ce matin, mais je n'ai pas vraiment très bien compris à quel moment tu fais ton chiffre, en fait. Au début du mois. Si je dois répondre plus clair, c'est… Mais en fait, du coup, il est complètement figé, c'est-à-dire que tu envoies ta facture, et après, tu n'y reviens plus. Enfin, les gens, Ah oui, d'accord. Je n'ai pas été assez précis. Non, c'est pas ça. En fait, j'envoie la facture de la partie service, donc la partie adhésion. Adhésion, oui. Ça doit représenter, on va dire, 45% de mon chiffre d'affaires mensuel. 100% de ma marge, mais 45% de mon chiffre d'affaires. Et puis, en fait, à la fin du mois, je facture les consommations. Et donc, à la fin du mois, j'envoie une facture à mes clients leur disant voilà ce que tu as consommé. Et j'envoie tous les rapports de performance dont on a parlé au tout début. Et donc, j'ai
un bout de chiffre d'affaires qui est facturé en début de mois et un bout en fin de mois. Oui. Mais du coup, en début de mois, tu factures pas d'avance quelque chose. C'est-à-dire Non, que les consommations, elles ne sont jamais facturées d'avance. voilà, c'est Mais par ça. contre, je facture la partie service. Il y a l'adhésion ou la mensualité, Mais tu elle reviens est pas, facturée en début de voilà, mois. elle est facturée en début de mois et tu reviens plus sur cette valeur-là parce que sinon, comptablement, on s'en sort plus, quoi. Non, je ne reviens plus dessus. Sinon, c'est trop compliqué, je suis d'accord. Oui, tout à fait. Il y a une partie finalement servicielle et une partie de facturation de produits. Exactement. Et Ouais. elles sont bien détachées. Et Ouais, ça tout à fait. permet aux clients aussi de comprendre mieux en fait, la valeur qu'on produit en fait, et la différence qu'il y a avec un imprimeur traditionnel. Tout à fait. Il y a Thierry une me question posait technique. Oui. Ouais, est-ce qu'on imprime que des documents? Voilà, c'est ça. Dans mon atelier, je n'imprime que des documents papier, c'est-à-dire ça va de la carte de visite à la brochure la plus complexe, c'est-à-dire des livres, des choses comme ça. Par contre, nos clients nous ont demandé en fait de nous occuper aussi d'autres impressions, notamment leurs différentes poses d'enseigne, les poses d'adhésifs sur les véhicules, le textile, parfois les goodies. Et donc en fait, ce qu'on a fait, c'est j'ai créé des partenariats stratégiques avec d'autres imprimeurs. On est même en train, là, c'est le sujet cette semaine, on est en train de réfléchir à la création d'un GIE, en fait, où je propose à mes clients en fait un écosystème. Parfois, on utilise les projets d'impression, parfois non. Pour une pose d'enseigne, en fait, voilà, il y a pas la notion de temps, elle est moins efficace. Et encore, parfois, on le fait sur des clients qui ont des enseignes avec, par exemple, beaucoup de dynamisme sur les offres. Ils ont parfois en fait leur vitrine qui change très régulièrement. Et en fait, là, ça vaut le coup de rentrer sur un projet d'impression. Quand on pose une enseigne sur un restaurant, c'est tout, j'utilise le modèle traditionnel. J'ai pas totalement banni l'impression traditionnelle de mes ateliers parce que parfois, il est utile. Quand un client me dit j'ai un salon, je veux imprimer 1000 fly et en fait, je ne m'en servirai plus après, c'est tout. Le modèle traditionnel est mieux. Et moi, j'essaye avec lui de réduire ses quantités. C'est tout. Oui, on peut tout à fait dans le FC, on le rappelle assez souvent quand même, avoir les deux modèles en parallèle dans l'entreprise. En fait, c'est même mieux. C'est même mieux. Moi, je ne l'avais pas au départ, mais j'encourage tout le monde à potentiellement garder ça, parce qu'il y a quand même un gros risque au départ. Il y a un temps d'adaptation, il y a un temps de tâtonnement qui peut être plus ou moins long. Chez nous, je considère qu'on a mis à peu près 5 ans avant d'arrêter de tâtonner et d'avoir un truc un peu stable. Si on avait eu une activité traditionnelle à côté, ça m'aurait certainement aidé à porter un peu cette partie innovation. Alors, il y a un truc qui est très difficile à faire parce que c'est très antinomique. Il y a des choix stratégiques à faire pour le pilotage de l'atelier, et soit on le fait pour l'un, soit on le fait pour l'autre. Mais si l'activité traditionnelle est déjà existante, c'est intéressant de s'appuyer dessus pour en fait aller chercher des sources d'innovation. Finalement, souvent, on se rend compte que les entreprises ont déjà mis des choses en place pour pallier aux limites des modèles économiques actuels, à cette limite de volume. Simplement, ce n'est pas forcément conscientisé, ni vraiment stratégisé. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, pris en compte dans la stratégie. Ouais. Et souvent, on se limite aux moyens. C'est-à-dire que considère en fait que notre service ou notre performance, notre promesse est tenue par les moyens. Et c'est tout le temps faux. C'est-à-dire que c'est pas parce que, par exemple, j'aide mon client à imprimer en plusieurs fois ou je l'incite à imprimer en petite série que je vais réellement l'aider à réduire le gâchis de ses documents. Il y a quelque chose de plus qu'il faut mettre en place pour atteindre ces objectifs. Et bien, c'est un peu valable chez toutes les entreprises et il y a une partie, il faut aller un petit peu au-delà de la partie moyen pour en fait refaire le lien entre la vraie raison d'être de l'entreprise et la manière de produire. C'est ça réellement la clé de l'EFC. Quand il y a une manière de produire qui est déjà existante, c'est intéressant. Très bien. Donc, on a bien vu la trajectoire, là, comme tu as dit, qui s'est fait pas en une seule fois, mais sur plusieurs années, et puis avec des coups d'essai, puisqu'on est dans le test and learn, comme on dit. Hein. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux dirigeants aujourd'hui qui voudraient aller réfléchir autrement en EFC?
Tu disais, là, garder, ça peut être un des conseils, garder quand même sa partie traditionnelle le temps que, et puis aussi pour ne pas perdre les clients peut-être, qui peuvent être affolés d'un nouveau modèle, quel que soit le secteur. Est-ce qu'il y a d'autres conseils que tu aurais à donner à nos dirigeants ce matin là? Mais plusieurs. C'est d'abord, en fait, dans le parcours que j'ai suivi, la clé, ça a d'abord été de comprendre et de conscientiser dans quel modèle j'étais pris. Souvent, on ne le sait pas. Ou alors, on a des réflexes et des habitudes de production et de vente dont on n'a pas réellement conscience. Et s'approcher du coup des concepts théoriques pour ne serait-ce que se rendre compte de ce dans quoi on est pris, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Sans même dire je veux changer mon modèle économique, simplement se dire bah tiens, je vais quand même regarder ce qui déconne un peu dans ce que je fais. C'est quelque chose vraiment, vraiment d'intéressant en soi. Et après, bah, et ça, on ne peut pas vraiment le faire seul. Hein. C'est très compliqué. Il faut des gens autour de nous pour nous aider à prendre du recul, à dézoomer sur notre modèle, voire parfois à rezoomer. Enfin, il y a un système comme ça pour regarder son propre modèle qui est vraiment intéressant. Pour se projeter stratégiquement, on va dire. Voilà, c'est ça, la projection. Ouais. Et c'est très intéressant de le faire avec des gens qui ne sont pas du métier, notamment avec des chercheurs, mais aussi avec d'autres dirigeants. Je trouve ça vraiment très intéressant. Les principaux bons qu'on a fait, nous, c'était souvent en échangeant avec des dirigeants d'entreprise. D'autres secteurs, évidemment. Oui, d'autres secteurs, mais moi, je sais, dans le parcours que j'ai suivi, il y avait un menuisier qui avait aussi un atelier de prod, qui avait aussi… Nos métiers sont vraiment très différents. Mais en fait, il y a beaucoup d'articulations de nos offres qui sont en fait finalement assez proches. Et on s'est beaucoup inspirés mutuellement. Très bien. Il y a une question qui est intéressante. Alors, je n'ai pas lu celle d'avant. Est-ce que j'ai des acheteurs publics? Ouais. Alors, on a un problème avec les acheteurs publics parce que en fait, on ne rentre pas dans les cases des appels d'offres. Et donc, par exemple, dans les appels d'offres, il faut rentrer un prix unitaire et seulement un prix unitaire. Donc, l'adhésion, en fait, je ne peux pas la sortir. Donc, je discute. Souvent, ils me disent, je ne peux pas acheter. Donc, je discute avec eux pour leur dire, mais vous savez, acheter des copieurs, c'est exactement le même mode de financement. Est-ce qu'on peut s'en inspirer? Bon, ça ne rentre pas encore tout à fait dans les cases. Mais en fait, il y a la région Hauts-de-France. Je crois que vous avez une région, c'est la région Val-de-Loire. Oui, vous êtes. région Centre-Val-de-Loire. Je crois que vous avez une région qui est assez ouverte, en fait, qui a pas mal envie en fait, de faire bouger les choses. La région Hauts-de-France nous dit c'est quand même dingue qu'on ne soit pas capable d'acheter chez Flexink, alors qu'ils nous ont soutenus par ailleurs sur plein de projets. Et donc là, ils nous ont proposé en fait, de participer à un atelier et d'animer un atelier avec leurs acheteurs pour inventer des clauses qui permettraient en fait, aux acheteurs d'acheter chez nous. Parce que, en fait, eux aussi ont conscience qu'il faut bouger, mais ils n'ont pas totalement toutes les clés. Moi, je ne les ai pas non plus. Et donc, on a des ateliers, enfin, c'est prévu pour le milieu d'année, on a des ateliers qui sont prévus avec différents acheteurs publics, techniciens notamment, pour essayer de trouver des solutions. Oui, il y a un vrai travail de coopération. Il y a un vrai travail de coopération à faire. On ne peut pas le faire au début. Enfin, moi, je trouvais ça compliqué à faire au début, mais en fait, il y a une volonté quand même des deux côtés. Il y avait une question sur la typologie de machines qui a changé, du coup, des machines qui font un peu moins de volume. La question, c'était est-ce que ces machines vous coûtent plus cher en maintenance? Et du coup, est-ce que ça peut impacter potentiellement votre rentabilité globale? Mais en fait, par où je commence? Je ne me rémunère plus sur le volume. Oui. D'accord? Donc, en fait, une machine qui imprime moins ou qui imprime moins vite ou qui imprime, ça n'a pas tellement d'intérêt pour moi. La seule question que je pose, c'est est-ce que ce que je produis à prix coûtant est compétitif ou pas sur le marché? C'est la seule question que je me pose. Et donc, du coup, je fais des comparatifs très régulièrement. Il y a certains secteurs sur lesquels on n'arrive pas à concurrencer les très gros volumes. Je discutais avec un client qui voulait travailler sur 1 million de fly. Bon, ça dépasse de loin mes capacités. Et donc, à ce moment-là, je suis obligé je travaille avec un autre imprimeur pour, du coup, très gros volume. Produit. Ouais. Alors, je fais quand même mon métier de réduire les quantités, mais je ne peux pas le faire dans mes ateliers. Et pour ce qui est des coûts de maintenance, en fait,
ils sont ni plus ni moins élevés qu'un imprimeur traditionnel. J'ai les mêmes machines, en fait. Je ne les utilise pas de la même manière, mais j'ai exactement les mêmes machines. Et donc, en fait, on a des coûts de production qui sont très proches, en fait, des coûts de production de nos concurrents. Et donc, c'est vraiment le fait qu'on ait dit, en fait, nous, on se rémunère sur le service et pas sur la matière, qui fait qu'on arrive à atteindre de la rentabilité. Très bien. Tu parlais tout à l'heure dans les indicateurs que tu proposes de pilotage, tu parlais un petit peu de tonnage de CO2. On entend de plus en plus parler depuis 2 ans quand même de CO2. Est-ce que ça devient quand même un moteur ou est-ce que tu as eu à ça dans les questions au premier entretien avec des nouveaux clients? Est-ce que c'est quelque chose qui devient un peu important dans les prérogatives de tes clients? Ou est-ce que c'est toi qui es obligé d'amener cette discussion de suivi de tonnage de CO2 consommé ou pas avec tes clients? Bon, les trois quarts me le demandent pas. Et ceux qui me le demandent, ils me demandent pas de travailler dessus. Ils me disent, est-ce qu'on peut l'avoir? C'est déjà une chose. Souvent, en fait, ils doivent produire souvent des rapports de fin d'année avec. Donc, ce qu'ils veulent, c'est l'avoir. Le piloter, ça les intéresse un peu moins. Mais là, pour le coup, je le pousse fortement, de manière à ce que, quand ils éditent leur rapport de performance écologique, que ce qu'ils ont économisé apparaisse. Même si c'est une vue de l'esprit. Je ne saurais jamais ce qu'ils ont consommé ce qu'ils auraient réellement consommé chez un imprimeur traditionnel. Mais ça donne un indicateur à piloter. Et plusieurs indicateurs faux finissent par donner une tendance qui, elle, est vraie. Mais ouais. Non, je suis d'accord. Très bien. Merci pour cette présentation de trajectoire. Et alors aujourd'hui, on a parlé de 2012, 2016, 2019, des grandes étapes. Voilà. Aujourd'hui, 2022, quid des perspectives de FlexSync et quid des perspectives de son dirigeant? Est-ce qu'il y a encore une autre étape dans la trajectoire devant vous encore à trouver ou c'est suffisant? Je ne sais pas. Non, ce n'est pas suffisant du tout. Ce qui s'est passé surtout en 2020, il y a eu quelque chose de vraiment intéressant. C'est après le Covid, alors, le confinement a été extrêmement violent pour FlexSync. On est passé de 30 000 € de chiffre d'affaires mensuel à 200. On a fait c'était une catastrophe. Catastrophe immédiate. Mais ce qui s'est passé, c'est que les clients se sont retrouvés dans une situation où, en fait, ils ne savaient pas prévoir l'avenir. Et du coup, ils ne savaient pas prévoir leur quantité de documents dont ils auraient besoin. Donc, ils sont venus ni pour des raisons écologiques, ni pour des raisons de pertinence. Ils sont venus pour gérer, en fait, l'imprévisibilité. L'incertitude. Ouais, l'incertitude. Moi, je ne l'avais pas vu. Mais en fait, on a signé beaucoup de clients sur cette thématique-là. Et donc, on a notamment signé des grands groupes là-dessus. On a des contrats qui ont fait quasiment doubler notre chiffre d'affaires. Et on a donc un truc qui est un peu paradoxal, c'est que on est un des rares imprimeurs à avoir une forte progression de chiffre d'affaires et une forte progression de nombre de clients. Et là, on est en train de travailler en disant l'objectif de FlexSync final admis depuis le début, la vision, c'est de travailler pour proposer un nouveau standard d'impression de documents imprimés. Et donc là, l'année 2022, ça va être la recherche en fait d'autres imprimeurs, d'autres ateliers. On n'a pas vocation, nous, à grossir beaucoup. On a un petit atelier qui nous convient très bien. On est pour l'instant 4, on espère être 5, 6 maximum. Et l'idée, c'est en fait d'aller proposer à d'autres imprimeurs d'utiliser en fait nos méthodes pour eux-mêmes en fait imprimer au plus proche de leurs clients. Et puis pour qu'ils puissent en fait imprimer mieux en fait. D'accord. Et ça nous permettrait aussi pour certains de nos clients nationaux d'aller produire au plus proche, parce que en fait on multiplie les impressions, donc on multiplie aussi les transports. Et ça m'intéresserait beaucoup d'aller imprimer au plus près du client pour réduire en fait le nombre de transports qu'on peut avoir. Même si il y a une question que j'ai posée à des gens de l'ADEME auxquels je n'ai pas encore de réponse exactement. Je leur disais, est-ce que transporter une fois 100 kg, c'est le même coût de CO2 que transporter 10 fois 10 kg? Et en fait, ils ne savent pas faire la différence.
Là, elle dit, bah ouais, en fait, il y a le poids qui compte, mais je lui dis, ouais, mais il y a le nombre de camions sur la route. Et puis, bah, moi, en fait, je réduis les cartons, donc j'utilise des camions qui sont déjà utilisés par d'autres clients. Et en fait, on n'y arrive pas. Donc, voilà, comme ça, je me dis, de toute façon, la meilleure façon de le réduire, c'est d'aller produire au plus près. Moins loin. Oui, c'est sûr. L'objectif principal de Flexing, c'est ça. Donc, si vous avez des imprimeurs avec qui vous travaillez et vous pensez que ça peut intéresser, n'hésitez pas. Donc on est en train de parler pardon, de flexingisation, on va dire. Si j'ose dire. Ouais, c'est ça. Et on est aussi en train de développer une autre partie de Flexing. Je suppose que je vous solliciterai là-dessus aussi. C'est en fait comment on fait pour vous partager toutes les innovations qu'on a fait. C'est-à-dire que chez Flexing, on a beaucoup travaillé sur la façon de calculer les coûts, on a travaillé sur les indicateurs de gestion, on a travaillé sur les indicateurs de vente, sur la façon. Enfin, on a produit beaucoup de recherche. D'accord. Et on est en train de se poser la question comment on peut mettre ça à disposition de la communauté. Et donc, on est en train de créer un truc qui s'appelle pour l'instant le laboratoire, donc FlexLab, dans lequel on pourrait partager un peu plus en fait cette activité de recherche et aussi la financer en partie, puisqu'elle prend beaucoup de temps en tant que tel. Ouais, bien sûr. Pour donner un exemple de ce qu'on a en tête, on va peut-être proposer à nos clients, quand ils achètent, d'être accompagnés par un chercheur pour qu'ils se rendent compte en fait des différents décalages que ça produit et qu'ils essayent par exemple de le projeter chez eux. On a pas mal voilà. C'est les 2 développements principaux de Flexing cette année. Super, merci. Est-ce que vous avez on va passer aux questions maintenant à l'oral, si on peut. Si vous avez encore des questions ou des remarques sur cette trajectoire, qui est vraiment une trajectoire avec un grand T, moi je trouve, bravo. C'est vraiment intéressant. Merci. Il y a une question d'Hélène. Ouais, Hélène, voilà. Ouais, il s'appelle Freddy, je peux vous passer ses coordonnées. Mais si vous voulez, on peut aussi s'appeler. On peut aussi s'appeler et pourquoi pas même essayer de travailler avec nous, parce qu'on a des clients nationaux, donc en fonction de là où vous êtes, ça peut peut-être aussi nous intéresser. Je la vois pas. On pourra vous échanger les coordonnées. Ouais. Volontiers. Voilà, Hélène fait coucou. Voilà, ça y est. Je vous mets mon mail. Est-ce que vous avez des questions? Oui, j'ai levé la main. Nabila Scherer, j'interviens sur le développement et l'accompagnement des entreprises sur la métropole. Et donc, on travaille régulièrement avec Necoe pour sensibiliser à ce modèle de l'EFC. D'abord, vous dire bravo et merci de cette présentation, parce que moi, je trouve ça génial. Il se trouve que j'ai un autre métier aussi à côté. J'ai une petite entreprise où j'accompagne des personnes à développer leur potentiel. Je fais du coaching et de la formation. Et donc, je m'interroge régulièrement sur l'évolution de mes cartes de visite et de mes flyers. Donc, certainement que je prendrai votre avis. Bienvenue. Voilà. Du coup, je m'interrogeais alors sur 2 sujets au niveau des produits. Donc, j'entendais qu'en fait, vous gardiez quand même votre modèle traditionnel pour les besoins où c'est du one-shot, effectivement. Et ce que je comprends, c'est qu'en fait, vous travaillez en partenariat avec des agences de communication. Donc, la porte d'entrée, c'est vous. Vous nous mettez en relation avec une agence de communication qui peut travailler sur notre produit et ensuite, vous faites la continuité de la chaîne de production, c'est ça? Enfin, d'impression. Alors, ça dépend. Souvent, on intervient à 2 au moins sur le premier rendez-vous, en fait, parce que pour éviter l'effet répétition d'informations. Souvent, on dit que moi, je suis là au moment du brief pour bien comprendre quels sont les objectifs de com. Ensuite, elle fait le travail et puis sur la fin de on va dire, de son projet, de sa production, on ouvre un projet d'impression et on commence les différents tests. Et en fait, il y a tout un suivi, en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on imprime, on re-questionne l'agence de communication pour savoir s'il y a des choses à modifier ou si on peut travailler encore la performance de communication. Donc, c'est quelque chose de très imbriqué. Oui, donc en fait, ça veut dire que le client, quand il a ses modifications, des petites choses à faire évoluer, il repasse par l'agence de com. En fait, ça dépend. Parfois, notamment, on fait ça beaucoup avec Bang. Parfois, elle me dit mais en fait, Julien, là, j'ai aucune valeur ajoutée, c'est juste de la modif, faut changer un numéro de téléphone, une adresse. Bah, vas-y, fais-le, parce que du coup, c'est plus rapide pour nous. Ah oui. Parfois, on intervient vraiment sur le visuel ou le changement de message, et c'est plutôt elle qui va le faire, parce que je n'ai pas les compétences en interne.
D'accord. Et par rapport au support, donc vous êtes en train de travailler avec des partenaires sur d'autres types de supports. Ça veut dire que par exemple, tout ce qui est carton-plume, ce genre de choses, c'est vous aussi ou c'est d'autres partenaires? C'est mon enseigniste qui le fait, en fait. Enfin, c'est un autre type d'imprimerie, et donc il s'appelle Freddy. C'est Freddy qui fait ça. Et, mais on essaye, quand c'est possible, en fait, de fonctionner en projet d'impression. Et là, on est en train de le faire pour un de nos clients sur des goodies. En fait, on a réfléchi sur, eux réfléchissaient sur comment est-ce qu'on peut faire des goodies plus écologiques. Et donc, ils m'ont questionné. Je leur ai dit, du coup, il ne faut pas en faire. Le meilleur moyen de faire des goodies écologiques, c'est pas en faire. Ils nous ont dit, ouais, mais on aimerait bien quand même en faire quand même un peu. Et donc, on est en train de travailler avec eux sur quel type de goodies, qu'on peut quand même agir en fait sur le document, enfin sur le type de produit qu'on va acheter. Et on est surtout en train de réfléchir sur leur manière d'acheter. C'est d'abord, du coup, acheter plus, enfin, de manière acheter en France. C'est un premier sujet, des choses qui sont réellement produites en France et pas par des revendeurs. Et on est en train de réfléchir sur la construction en fait, de stocks limités. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça de manière très volumique. En fait, et on leur a dit, voilà, il y en a tant de disponibles. Donc, on essaie de piloter la façon dont il est distribué pour en fait réduire petit à petit l'usage, pour faire en sorte que ce soit le plus pertinent possible. Ok. Ça marche pour tout. Ouais, merci beaucoup et bravo. Merci. D'autres questions? Moi, j'ai une question. Tu as combien de collaborateurs en tout? Là, on est 4. Alors, on est 4 chez Flexink. On est en train de réfléchir à construire un bâtiment commun avec Freddy. Lui a une équipe de 5 et de mettre en commun certaines compétences. Et puis aussi de mettre en commun notre carnet client, donc avec Freddy, un des anciennistes, et puis un autre imprimeur qui est aussi ancienniste, mais enfin, pas exactement sur le même secteur. Donc, on est en train de réfléchir à construire une équipe commune de 9 personnes. Je pense qu'il ne faut pas qu'on soit beaucoup plus nombreux. Est-ce qu'il y a des points de vigilance? On a parlé de conseils tout à l'heure pour aller vers des trajectoires de FC. Est-ce que toi, tu as des points de vigilance à nous donner ou aux dirigeants? Des choses à faire attention? Il y en a beaucoup. Le premier, c'est qu'il faut faire attention quand on réfléchit, quand on commence à avoir des idées d'innovation, à mon sens, il faut vraiment faire attention à vérifier que c'est réellement pertinent pour les clients. Et donc, du coup, essayez d'attraper 1 ou 2 clients en qui vous avez réellement confiance pour essayer de construire avec eux, d'abord avec eux. C'est le premier système. Et après, peut-être d'élargir petit à petit pour ensuite avoir des repères qui soient forts et qui permettent de s'adresser à des prospects. Sinon, c'est vraiment très compliqué à gérer. Je trouve que expérimenter avec un client existant, c'est la solution la moins chère et la plus efficace. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut essayer aussi d'abandonner un peu l'idée de start-up. Parce qu'en fait, on nous a beaucoup comparé à ça. C'est pas du tout la même chose. Si vous voulez rentrer dans des performances réellement écologiques et réellement environnementales, et réellement intéressantes pour le travail et la santé, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas avec l'idée de start-up où on dit en fait il y a un truc qui est scalable à l'infini. Et voilà. C'est ça. Et il faut aller très vite. Ouais, c'est ça. On a des repères comme ça dans nos esprits et c'est intéressant de les avoir en tête pour dire attention, je suis en train de partir vers telle représentation en fait, pour réellement se concentrer en fait sur le réel du travail qui existe. Très bien. Temps de prendre une ou deux autres questions, s'il y a. Est-ce qu'il y a des industriels ici? Thierry, Posez pas de questions sur la façon de calculer les prix. Je suis très surpris. Thierry. Après, ça dépend de quoi on parle. Vous produisez quoi, par exemple? Moi, je conditionne du miel et j'ai une autre société où je fabrique des biscuits. D'accord. Donc, du coup, il y a la question du prix unitaire en fonction du volume et de la façon d'attraper les coûts fixes, enfin de rentabiliser les coûts fixes. Je suppose, dans votre calcul de prix. Non?
Ah, ça dépend. Enfin, j'ai deux façons de fonctionner. Sur la biscuiterie, en fait, donc, on est assez dans l'analytique. Et donc, après, je dirais, donc, tous les ans, on revoit nos tarifs pour après, donc, inclure, parce que parfois, on peut avoir une baisse de main-d'œuvre sur l'année. Après, on peut avoir des hausses donc, de matières premières ou autres. Donc, je dirais que je fais pratiquement une méthode ABC donc, sur la biscuiterie. Alors, c'est petit, hein, on est 7, ça fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, donc c'est plus simple. Sur le conditionnement de miel, bon, j'ai des réalités de marché. Donc, effectivement, en fonction, là, je suis un peu tributaire de la concurrence, effectivement. Là, j'applique, donc, je suis un peu moins fin pour l'instant, donc, parce que j'ai un coût client-produit qui est énorme. C'est un héritage que j'ai. Donc, on est sur beaucoup de circuits de distribution. On a des couples client-produit qui sont assez importants. Donc, après, je sais que je ne suis pas le moins cher du marché. Donc, par rapport à ça, j'ai une offre là. Je suis dans une rentabilité qui est relativement, je dirais, donc à l'équilibre, on va dire, parce qu'elle n'est pas beaucoup d'argent. Après, moi, je dirais que moi, mon souci, enfin, je ne suis pas dans le volume prix. J'ai dit que je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, voilà. Pour autant, donc, j'essaye d'être dans du savoir-faire différenciateur, mais bon, après, les leviers de la différenciation ne sont pas si évidents. Et après, dans mes calculs de prix, pour l'instant, je suis dans une logique d'équilibre par rapport à mes frais fixes. Et donc, j'adapte mes tarifs tous les ans par rapport à ça. Donc voilà, après, donc, on est sur des métiers, si je prends la biscuiterie, la marge brute, elle est de 65%. Donc, quand ça bouge au niveau du chiffre d'affaires, j'ai du cash qui arrive assez rapidement. Qui s'en va aussi rapidement. Ouais. Comment? Qui peut s'en aller aussi rapidement, du coup. Oui, après, dans les deux sens, mais en tout cas, donc 65% de marge brute, c'est déjà pas mal. Et quand je compare à l'autre société où je fais 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, je suis à 30-32 de marge brute. J'ai une marge de manœuvre qui est beaucoup plus faible. Et je galope après le volume. Et je ne veux surtout pas galoper après le volume. Donc, moi, c'est depuis 10 ans, je suis dans, effectivement, trouver un équilibre un peu différent avec une particularité. Alors, je fais pas forcément. Bien sûr, je rentre dans la négociation prix avec mon client, mais moi, en fait, ce que j'ai à supporter, c'est un stock. Sur 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, j'ai 2 millions de stocks en permanence au niveau des produits. Je suis toujours en économie de production parce que si je n'achète pas de miel, ça veut dire que je ne peux pas en vendre. Et la fenêtre d'achat, elle est du 15 septembre au 15 décembre. Et donc, si je n'achète pas là, derrière, je ne peux pas vendre le reste de l'année. Après, c'est plus complexe parce que la production de miel, ce n'est pas des graines qu'on plante dans un champ, donc c'est aléatoire. Donc, voilà, donc moi, je suis dans la démarche CEC, enfin, je suis dans voie de pionnier depuis un petit moment. Voilà, je suis partenaire C'est qui le patron, donc je suis dans des démarches donc, de tripartite, donc un peu ce que vous faites au sein de votre GE, donc de plus en plus avec les apiculteurs, les consos, donc nous en tant que conditionneurs, donc on essaye d'y inclure les distributeurs, puisque bon, on passe quand même donc, par un marché de distribution donc, qui est à moitié en GMS et à moitié en direct pour la commercialisation du miel, ce qui est assez atypique d'ailleurs donc, sur des produits alimentaires, donc bon, d'avoir un contrepoids par rapport à les GMS aussi important donc, en vente directe. Donc, voilà, en fait, mon panorama, c'est celui-ci. Donc, voilà, je me suis inscrit dans la formation EFC avec toute mon équipe, justement, pour arriver à réfléchir sur les éléments immatériels. On fait beaucoup d'analyses, donc c'est nous qui les payons, on ne les fait peut-être pas assez payer à nos clients. Donc là, effectivement, on a du service, donc sans doute à valoriser. Il y a le stockage des produits que l'on fait pour nos clients. Là, c'est quelque chose qu'on ne valorise pas et qu'on met et pourtant qui constitue le prix. Bon, voilà, je suis en train d'identifier un peu les leviers donc, par rapport à ça. Maintenant, bon,
Bon, voilà, après, je reste quand même dans un ancien système, même si j'ai envie d'aller dans un autre système. Le passage de l'un à l'autre, surtout que, bon, à chaque fois, c'est les sociétés, pour l'une, elle date de 72, et puis 62, puis l'autre de 36, quoi. Donc, bon, voilà, on a. Bon, après, je suis en train de réfléchir pour d'autres Je trucs. peux vous partager l'expérience qu'on a eue chez Flexink sur la question des services. Moi, en regardant mes coûts de production, en faisant de l'analyse fine de la façon dont on calcule le prix, il y avait un truc qui nous empêchait en fait de rendre le service, qui sont les frais de démarrage, les frais de calage. Et en fait, ça a empêché de rendre le service réellement. Et donc, je me suis dit, pour le coup, est-ce qu'on peut se débarrasser de ces coûts en fait? Et donc, je les ai mis de côté dans mon calcul. Ça ressemble un peu à vos coûts de stock. Je les ai mis de côté et je me suis dit, en fait, si je n'ai pas ces coûts de démarrage, je peux rendre le service correctement. Et la question qu'on s'est posée après, c'est comment on finance du coup tous les coûts de démarrage qu'on n'a pas facturés dans le produit. En fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a intégré en disant, ça correspond à un service, qui est le service du coup d'impression sans engagement de quantité. Et en fait, on les a lissés sur l'année. Et imaginé une charge fixe différente, une charge fixe plutôt qu'une charge variable, et on les a intégrés dans les coûts de service. Et en fait, on s'est débarrassé d'un problème comptable qui nous empêchait de faire tout le reste. Et une fois qu'on a fait ça, alors c'est pas super, c'est pas très intuitif, mais une fois qu'on l'a fait, ça a débloqué toute la partie servicielle. Okay. Une question peut-être? Quelles sont les références de la formation EFC? Je crois que vous en démarrez une. Oui, Frédéric. On a un parcours dirigeant avec mes collègues, on démarre en région centre, effectivement, et Thierry est partie prenante dirigeant qui va démarrer à la fin du mois. Du côté d'Imatera ou Atemis, il doit bien y avoir un des deux. On est soutenu par Atemis, Atemis est avec. Okay. Ouais. Donc, ce sont les mêmes personnes, en fait, c'est un parcours qui a été co-construit par Atemis, le CJD, Réseau Alliance. Et puis, du coup, Necoé maintenant. C'est ça. Alors, nous, on l'a fait un petit peu à notre sauce, parce qu'on est sur les sujets aussi depuis longtemps. Voilà. Et on a mergé quelques savoirs avec Atemis. Serge, j'avais cru comprendre que vous aviez une question, non, Serge? C'était juste du témoignage, parce qu'on a des… Très bien. Moi, je suis en train de regarder là, pour financer la participation au parcours, parce qu'il m'intéresse. Mais on a des problématiques qui sont assez proches de celles de Julien, puisque nous, on produit des moules pour fabriquer du fromage, des moules en plastique. Ah oui. Et que, on est dans un modèle qui est assez ancien aussi, j'aimerais bien associer du service à nos ventes et sortir un peu du modèle qu'on a là, en essayant de travailler aussi à la fois sur la fonctionnalité, mais aussi sur l'empreinte environnementale de notre métier, puisqu'on travaille du plastique. C'est pas très populaire en ce moment. Pas trop. Et même si c'est du plastique non jetable, c'est pas de l'emballage qu'on fait. Nos produits, ils ont des durées de vie qui sont longues. Et je dirais que la différence qu'il y a avec Julien, c'est que nos temps de cycle de vente sont beaucoup plus longs. Nous, en fait, nos clients, quand ils changent un produit, ils le font tous les, ou plutôt 8 ans. Parfois, ça va 10, 15, 20. Donc, j'ai un peu du mal à… Il faut vraiment que je trouve le modèle de service qui me permette d'être plus en lien direct avec le client. C'est pour ça qu'il est très intéressant, votre témoignage, parce que quelque part, vous générez de l'idée de comment générer ce contact plus régulier avec le client, que nous, finalement, on les voit encore moins souvent que vous. Vous commandez des milliers de tirages et vous les voyez tous les 10 ans, peut-être, au mieux, quand il faut les renouveler. Nous, on les revoit encore moins souvent que ça. Donc voilà, il y a toute une notion là derrière, et on a aussi des contraintes proches de vous par rapport aux séries, parce que quand on veut faire un nouveau moule, il faut qu'on fabrique une matrice qui peut valoir très cher et qui gêne parfois le démarrage de certains projets, qui freinent. Alors voilà, donc c'est pour ça que ça m'intéressait votre témoignage. Et oui, je levais la main pour dire que j'étais aussi un industriel comme vous. Très bien, parfait. Merci à tous pour vos questions et vos témoignages. Je vais vous repartager. Je
je vais vous repartager notre petite conclusion, si j'y arrive. Voilà. On a essayé de... C'est bon, tu le vois, Sonia? Ouais, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on retient du témoignage? Effectivement, on est parti d'une problématique de volume, hein, qui est une problématique assez, qu'on voit assez souvent dans les trajectoires, dans les débuts de trajectoire de l'EFC, une approche volumique, voilà, qui sert les prix, et puis on travaille sur un prix unitaire qui devrait être acceptable. Une trajectoire qui s'est fait en 2 temps, pour ce qu'on a compris de ce que Julien nous a dit, avec une solution de ne plus imprimer que des quantités, mais en tout cas imprimer des quantités lorsqu'on en a besoin, lorsque le client en a besoin, avec 2 promesses essentielles. Évidemment, éviter d'emmener le surplus à la déchetterie au bout de 5 ans, et puis garantir quand même évidemment la qualité du document avec un accompagnement. Et ça, c'est dans la deuxième évolution de l'offre. La première évolution de l'offre, on était sur un crédit d'impression. Et puis, dans la deuxième partie, on est parti sur une animation de projet d'impression, comme l'a dit Julien. Voilà, ils animent le projet d'impression avec, d'un point de vue purement, on va dire, chiffre d'affaires, une partie qui se facture sous forme d'adhésion, et non pas d'abonnement. On joue sur le vocable, mais c'est important. Une partie d'adhésion qui donne un droit à se laisser piloter et avoir des indicateurs après qui sont travaillés par FlexSync et qui amènent de la valeur et de la plus-value aux clients. Trajectoire qui a duré, il nous l'a dit Julien, entre 6 et 7 ans, qui n'est peut-être pas finie, voilà, qui est en train de grossir avec une idée de flexibilisation, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Il y a des choses qui sont très importantes qui sont sorties de ton témoignage, c'est évidemment la confiance qui se renforce avec les clients. Dès lors qu'on parle d'adhésion, déjà, de toute façon, il y a une question, un lien qui se crée avec le client. On n'est plus simplement fournisseur et acheteur de produits, mais il y a un autre lien qui se crée, la confiance évidemment. On a parlé un tout petit peu de la rentabilité sur les ressources immatérielles qui pouvaient être révélées. Et puis, tu nous as donné quelques conseils, on t'en remercie beaucoup, des conseils pour aller sur ce genre de trajectoire et puis des points de vigilance qu'on a tous écoutés avec grande attention. Merci beaucoup, Julien, pour ton temps ce matin. Merci. Pour la suite de l'agenda, Julien vous a mis son mail, hein, si vous voulez partager avec lui, je pense qu'il vous répondra avec grand plaisir. Il vous a mis son mail dans la discussion. On se retrouvera en distanciel encore le 4 mars, et 1er avril et 6 mai, comme vous a dit Isabelle tout à l'heure en début, en tout cas le 4 mars dans un mois, pour un nouveau témoignage qui sera celui de l'Estampille, et puis le 1er avril, le témoignage de Dumont Énergie. Voilà, donc là, on est dans une petite série de témoignages de dirigeants, et je pense qu'on est tous très à l'écoute de cela. Voilà, merci à tous. Il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. Et merci encore. Merci. À bientôt, merci. Oui, merci beaucoup. Bravo pour la présentation. Merci. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.